Chapitre 2. L'angoisse de la page blanche. C'est lui. Le menton haut, les bras ballants, la bedaine contenue en moyenne et par apnées successives, la casquette des Lakers et une chérie qui porte pour jardiner un t-shirt tellement attachante, ça ne peut être que Foulon. Un coq qui a l'œil sur tout, parce que le monde est son poulailler et qui se demande ce que peuvent bien faire là cette femme tondue rat et ce vieux chauve, figure l'une et l'autre du quartier, l'une pour être énigmatique et l'autre vieux poivreau pour ne pas l'être assez. C'est la première fois qu'il les voit dans les jardins, et jamais il n'aurait imaginé les voir ensemble. Parce que Sal Castaner a accompagné Gaby. Il s'avère qu'il a lui aussi son lopin ici, dont il ne s'occupe jamais en bon velléitaire, mais où il a son cabanon Le Roi Merlin pour stocker tout ce qui n'est décemment pas stockable chez lui, dans son box ou dans son atelier. Et mine de rien, ça fait encore pas mal de choses dont il faudra bien un jour dresser un inventaire. Pour la science. Comme son usage de sa parcelle n'est pas juste et que Sal a un cœur mou gros comme ça, la terre autour de son abri de jardin accueille les composts de la communauté. Du moins celui des gens qu'il aime bien dans la communauté. Et il n'aime pas tout le monde tant s'en faut. Et c'est tant mieux parce que rien qu'avec le compost du peu de gens qu'il aime bien, son petit coin de terre pue au point d'en être lacrymogène. Ça fait toute une minute qu'il bataille à la barrière pour trouver la clé d'un cadenas dont l'usage n'est que théorique et contractuel, et Gaby commence à se dire que l'entrée peut se tenter en ciseaux pour elle et en roulé ventral pour Sal quand voilà les Foulons, madame et monsieur, qui viennent revendiquer leur droit à se mêler de tout et pour toujours. Monsieur, c'est une propriété privée. Voilà, c'est dit avec beaucoup d'autorité et d'assurance, et au moins ça annonce qu'on va pouvoir faire l'économie du subtil. Sal vient de réussir à ouvrir son cadenas, alors il l'exhibe comme un titre de propriété avec son sourire maximal de Mickey Mouse et sa gueule de bois qui fait comme des nœuds dans sa gueule de con. Bonjour à vous aussi. Oui, bonjour. La parcelle est à vous? Oui, pourquoi? Parce que je me demandais, c'était donc vrai. Quand j'ai demandé si je pouvais moi aussi faire mon compost avec les autres, j'ai cru qu'on se foutait de ma gueule en me répondant qu'il fallait que je voie avec le proprio. Il y a donc bien quelqu'un qui est propriétaire de plein droit du tas de merde de la communauté. Vous voilà rassuré? Si les gens se sont foutus de vous, au moins, ça n'aura pas été à ce propos. À la voix qu'il a, Gaby sait que Sal a les orteils crispés dans ses godasses, qu'il a pris de plein fouet le ton hautain de son jeune interlocuteur et qu'il ne lui en faut pas plus. Il ne dit rien, mais il rompt. Il est déjà à la porte de son abri de jardin et cette fois, il en ouvre le cadenas sans aucun mal. Gaby est restée à la clôture et regarde le jeune couple qu'elle trouve étrangement appareillé. Elle est gênée. Elle sait que son gars est un névropathe diptérophile et visiblement, elle vit dans l'angoisse des esclandres dont il semble avoir la passion triste. Quant à lui, il n'est pas besoin de creuser davantage. Lui, c'est une déception. Il correspond à ce que Léopold Picon a décrit la veille, mais il n'en dépasse pas. C'est un veule, un tocard. Il n'est pas dangereux. D'ailleurs, il est gêné que Gaby le dévisage et ait l'air de plaindre sa moitié à peine plus qu'elle le plaint lui. Alors il se donne l'air de la plaindre en retour, et ça le rend plus pathétique encore quand il s'adresse à nouveau à Sal au moment où celui-ci ressort de sa cabane en bois avec une boîte de biscuits en fer. Et du coup, puisque je vous tiens, il y a moyen que je fasse mon compost chez vous? Non? Ah bon? Et je peux savoir pourquoi? Non plus. Le gars Foulon est stupéfait. Sal a posé la boîte en fer blanc sur le parpaing qui tient lieu de seuil et referme le cadenas sur la porte. Quand Gaby le rejoint et s'accroupit pour fouiller dans la boîte, et au bruit ce sont des clés, plein de clés, il semble découvrir la présence du jeune couple et se demander ce que diable ils fichent encore là, ces deux-là. C'est tout pour moi, hein? Au revoir. C'est sans appel, et c'est du Sal tout craché. Avec les années, il a tourné authentique Rogom le père Sal, jaloux du temps qui lui reste, jaloux des quelques connexions neuronales qu'il peut encore faire, et débarrassé en force de toute espèce de gêne, et peut-être même de peur. Après tout, ces années de grands périls ne l'ont pas fait mourir, quand il les a vécues dans l'attente d'une incessante balle perdue. Il baisse à peine le nez pour regarder par-dessus ses lunettes les Foulons s'éloigner outrés. Et comme Gaby pouffe, Toi, tu es en train de te demander pourquoi je suis aussi méchant. Pas du tout. Moi, je sais que la réponse, c'est parce que. Tu penses qu'il y a la clé dont on a besoin dans ce charnier métallique? Oui, elle y est, je le sais. J'ai l'air négligent comme ça, mais je connais personnellement toutes mes clés. Elles ont toute une histoire, et certaines ont même un prénom. Tu déconnes? Oui, et dans la pince de deux doigts, il montre la fameuse clé qu'il cherchait. Et ça tombe bien, ça fait le signe OK.
C'est une toute petite clé en effet, et ça correspond à ce qu'on peut attendre d'une clé de cadenas. Gaby ne serait pas étonnée que ce semi-taré de Sall, avec sa kleptomanie sérielle, l'ait piqué directement sur le trousseau d'Émilienne Boissin. Mais il a juré que non. Et ça, autant on peut dire de lui que c'est un brodeur, un affabulateur, un gros mytho, autant on ne peut pas le traiter de menteur. C'est curieux d'ailleurs. C'est dommage que tu aies fermé ta cabane, Sal. D'abord, tu ne m'as pas fait visiter. Et puis maintenant qu'on a la clé, il va falloir rouvrir pour ranger la boîte. Non, la boîte, je la garde. Mais t'as vu qu'avec ton enquête en cours, de vieilles clés, tu vas m'en demander d'autres. Et puis j'aime bien de temps en temps revoir mes possessions. Je passe un moment avec, mais ça tu ne peux pas comprendre. Tu es jeune, et surtout t'es tellement limité. Écoute ce bruit. Il fait tomber une cascade de clés entre ses doigts ouverts. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de brasser ses souvenirs? Bon, c'est dit, je vais de ce pas l'enfoncer à coups de pied cette porte. Et d'accroupie, elle se remet debout et repart vers la clôture, mais revient aussitôt sur ses pas pour aider le vieux Sall à se lever. C'est vrai que ça râle et que ça grince, et qu'une fois qu'on a dit ça, on n'est qu'au début d'avoir dit tout ce qui merde. La parcelle d'Émilienne Boissin est à l'autre bout du terrain, et le chemin qui y mène traverse le petit village de briques et de brocs, longeant de vrais coins de paradis, sur terre, des litotes d'esthètes, et même, au centre, un algéco communautaire qui fait bureau des plaintes et débit de boissons, flanqué de 2 pistes de boules et d'une guérite avec couchette pour les veilles de nuit. Bon, ça passe aussi devant la très haute exigence permaculturelle du lopin des foulons et leurs tronches enfarinées, mais quelques pas encore, et on arrive au plus beau jardin du coin, une japonaiserie délaissée, délimitée par une haie de prêles. On est chez Émilienne, on est aussitôt saisi par le peu et le déséquilibré, et comme pour compenser cette première impression par l'insistante et ample et péteuse autorité de l'odeur d'un jasmin. C'est tellement beau qu'on hésite à entrer. Enfin, on hésite. Sall n'hésite pas. La barrière s'ouvre simplement en libérant une torsade de fil de fer d'un clou tordu à tête plate, ensuite elle s'affaisse mollement dans l'herbe. Le jardin est un damier de caillebotis et de carrés de culture. On ne s'y connaît pas trop, mais on reconnaît ici des fraises, là des tomates, et là encore tout un fatras de rampants qui étouffe presque une vigne. Il y a un carré de terre qui est dédié tout à un empilement de pierres blanches, et tout au fond une cabane roots assemblée de grandes portes d'allées et de palettes couvertes de tôles ondulées. C'est presque trop beau. Comme Sall l'avait prédit, le cadenas cède sans forcer, et la porte en s'ouvrant pourrait manquer d'emporter toute la maison tant elle paraît précaire. Mais non, c'est monté sur du costaud, du ciment et de la pierre. À l'intérieur, on ne tient pas debout, mais 2 grosses pierres plates sont prévues pour qu'on s'assoie autour d'une énorme bobine de câble électrique qui fait table basse. Dans des caisses plastiques à portée de main, un réchaud et une cafetière à l'italienne, un stock invraisemblable de pain azime, au vin et de madeleine façon financier en sachets individuels. Et puis bien sûr des outils que Gaby inspecte histoire de se donner un temps avant de mettre la main sur ce qui l'intrigue le plus. À plat sur une découpe d'Isorel, une feuille arrachée d'un carnet à spirale et laissée là, vierge de toute écriture, et sur laquelle sont comme jetés un stylo à billes transparents, les boules et les déchirures d'une autre feuille froissée, des madeleines emballées, ainsi que des emballages sans madeleine. Gaby déplie les papiers froissés. Au recto, rien. Au verso, refaisant le puzzle sommaire, un décompte entré comme on imagine que font tous les prisonniers pour dénombrer leurs jours de peine, 4 barres, et une 5e pour les rayer, et on reprend 1, 2, 3, 4 et on raye. En tout, Gaby compte 23. 23 quoi? 23 jours? 23 mois? La page blanche est examinée aussi recto verso et portée vers la lumière pour espérer quelque chose en transparence. Rien de rien, la feuille n'a même pas servi de support à une autre sur laquelle on aurait écrit. Au nombre de madeleines prévues et avalées, Gaby déduit qu'il a été passé du temps sur cette page blanche, mais n'est pas plus avancé. Et elle n'aura rien de plus probant à traîner ici. Ce jardin aura été un bon moment, mais une impasse. Elle se redéplie et trouve Sall dehors en train d'inspecter en expert le pilier en dur où sont scellées les charnières de la porte. C'est le vieux Léo qui a fait ça. C'est moitié ingénieux, moitié frappadingue, un peu à son image. Il m'en a parlé, punaise. Qu'est-ce qu'il m'en a parlé? Il était assez fier de lui. Mais il sait qu'en matière de bricolage, il en faut peu pour m'impressionner. Là, c'est moins que peu, mais ça m'impressionne quand même.
Il a coulé du ciment dans des barils de lessive en carton qu'il a déchirés ensuite pour avoir cette forme un peu arrondie, et puis comme c'était pour l'élu de son cœur, il a incrusté des cailloux avant que son ciment prenne. Et il faut reconnaître que ça se donne des moyens tellement mignons d'être moche que moi ça me fout les poils. Moi, j'aime bien. Mais au fait, il est frappadingue comment, ton Léopold? Frappadingue normal, mais il a le sang chaud. C'est un communiste comme on n'en fait presque plus. Cheminot syndicaliste, je crois qu'il a fait un peu de prison parce qu'il est allé un peu loin dans la lutte des classes, en son temps. Aujourd'hui, il a beaucoup baissé, il a 84 ans, mais je le connais depuis longtemps, et à une époque, il n'était pas de trop fréquentable. Quelle époque c'était? Quand je suis arrivé dans le quartier, pour te dire comme ça remonte, lui il était déjà là, pilier de mes bistrots à moi, pas encore à la retraite, et la main souvent leste sur la bouteille, et parfois lourde sur le coup de poing. Comment ça se fait que depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu avec lui? Parce qu'il ne boit presque plus. Et moi, les gens qui ne boivent pas, c'est des gens que j'ai tendance à ne pas trop aimer. À part toi, bien sûr. Toi, je te hais. En vérité, lui, c'est avant que je ne l'aimais pas trop. Je pense que quand je l'ai connu, il était en vrac, son épouse l'avait planté là, et je crois qu'il ne l'avait pas vu venir. Il a basculé dans quelque chose de pas beau à voir, et moi je sais qu'à l'époque, je me tenais à distance. Parce qu'il me faisait peur. Et puis tu sais ce que c'est, ces animaux-là, quand ils sentent la peur, c'est un peu comme Frida quand il y a Black Friday. Mais tu l'as déjà vu dépasser les bornes? Frida? Tu rigoles? Plein de fois? Frida, c'est Ceausescu, je te jure. Et Léo aussi, oui. Je l'ai vu saccager le bar du Trèfle. Tu n'as pas plus connu le bar du Trèfle que Ceausescu, hein? Mais il a tout démoli là-bas. Tout et tout le monde. Tous les gars réunis ce soir-là n'ont pas pu l'empêcher. Il a jeté le patron sur le trottoir par la vitrine. Mais pourquoi? Pour lui faire du mal, je suppose. En fait, je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, il était pour le moins problématique. Et je t'avoue qu'encore aujourd'hui, je l'aime vraiment bien, mais je fais gaffe. Il a des moments d'absence. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Non, du tout. Des moments d'absence comme quoi? Comme Alzheimer? Je n'en sais rien, je n'ai pas demandé. Mais il a des trous d'air, oui. Pas tout le temps, mais quand il en a, je sais qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Du moins, après coup ne s'en souvient-il plus. Alors, je n'ai pas entendu dire récemment qu'il s'était commis dans des acrobaties et des cascades irrémédiables comme d'antan, mais je sais qu'on l'a retrouvé au totem en pleine nuit, torse-poil, vêtu d'un short beaucoup trop évasif et les sacoches à l'air, avec une tringle à rideaux et un couvercle de poubelle, autant dire une lance et un bouclier, et que les flics ont été à 2 doigts de l'abattre. Et ça, il ne s'en souvient plus, et même il ne faut pas lui en parler. Il prend des médicaments, d'ailleurs. Enfin, moi, ça me fait des nœuds dans la tête. S'il doit avaler des pilules pour traiter ses pertes de mémoire, comment peut-on être sûr qu'il n'oublie pas de les prendre? Tu gamberges trop, Sal. Oui, mais ça me donne un côté beau, ténébreux. Le téléphone du beau ténébreux sonne à ce moment-là. C'est Frida, elle veut parler à Gabi, qui prend l'appareil et s'éloigne parce que les foulons reviennent par ici. Décidément, ces gens ont un droit de regard sur tout. Du coup, Sal est l'homme de la situation. C'est le meilleur pour surveiller la cuisson des pâtes et pour y conduire les emmerdeurs. Gabi se rassoit dans la cabane de la mère Boissin. Oui, Frida, pardon, j'ai coupé mon téléphone. Je me doute, pas de Bill. Ton monsieur Picon sort d'ici, il a tout signé, il a payé d'avance, et il a laissé des clés, et un genre de lettre à ton attention qui ressemble plus à une liste. Il y a des numéros de téléphone, des notes, une adresse, enfin toutes choses qui sont censées te parler, selon lui. Il a une écriture de fille. C'est-à-dire? C'est tout en rondeur, tout en délié, il manquerait presque une encre violette et des petits cœurs pour remplacer les points sur les i. Il attend de tes nouvelles pour savoir où te retrouver ce soir. Tu lui as fait une très bonne impression. Il a presque fallu que je te calomnie pour qu'il revienne à la raison. Merci, Free, tu es une mère pour moi. Au fait, tu le connais toi aussi, monsieur Picon? Enfin, tu l'avais déjà côtoyé avant ce matin? Oui, mais il y a longtemps que je ne l'avais pas vu. Pour tout te dire, il a eu des vues sur moi un temps d'il y a longtemps. Il y a prescription et j'ai d'ailleurs pu le vérifier ce matin, il m'a bel et bien rayé de sa wishlist. Ça m'a presque vexée. Mais vous avez eu un truc? Un truc? Non. Pas le début d'un. J'étais beaucoup trop fraîche, beaucoup trop convoitée, et puis déjà beaucoup trop avec Sal. Ça, c'est une constante, depuis que je suis avec Sal, je suis beaucoup trop avec Sal, je trouve. Je le déplore tous les jours. Et pour en revenir à Léo, ça lui avait duré longtemps son béguin à mon endroit, il avait fallu que je m'emploie pour le décramponner.
Parce que c'était mignon, romantiquement échevelé, et vraiment empreint de quelque chose de l'amour courtois, mais il n'en démordait pas. Tu vois ce que c'est une râpette? Oui, d'accord, j'ai l'image. Burke. Non, pas Burke, parce que c'était surtout un peu foufou, mais très attentionné. Et puis il ne mérite pas que je parle de lui comme ça. Même si quand il s'est finalement fait une raison, ça aurait été tout de suite moins bien, Burke pour le coup. J'ai vu le moment où il allait m'engueuler et il a été fâché longtemps. Fâché méchant? Fâché tout rouge avec des petites gouttelettes de sueur et des tumbleweeds qui passent dans ses regards énamourés. Il t'a fait peur? À moi non, mais à Sal oui, beaucoup. Mais tu sais comme il est sale avec le courage. Non, je ne sais pas. Voilà, lui non plus il ne sait pas. Personne ne sait. Personne ne peut savoir comment ce vieux schnock peut être capable de la plus folle des témérités et trembler pour changer une ampoule parce qu'il faut monter sur une chaise. C'est pour ça que j'espère qu'il mourra avant moi, je suis trop curieuse de demander une autopsie pour savoir de quoi il est fait en vrai. Tiens, tant qu'on parle de lui et que tu l'as sous la main, je ne sais pas si tu as prévu de l'employer jusqu'à ce soir, mais dans le cas contraire, dis-lui de ma part qu'il ne touche sous aucun prétexte aux amandes bouillues qui sont dans un torchon dans le frigo. C'est pour vendredi soir. Je lui ai déjà dit, mais si ça vient de toi, ça fera plus officiel. Quand Gaby raccroche après avoir promis, elle retrouve Sal dehors qui fait au revoir de la main au foulon, comme une bigoudaine au chalut de son époux. Ils ont la tête dans les épaules et s'en retournent sur leur terre et lui a l'air particulièrement content de lui. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les deux là? Comme tu t'en doutes, ils voulaient savoir de quel droit on se trouvait chez la mère Boissin. Et? Et je leur ai dit que tu étais sa fille. Et c'est crédible, tu lui ressembles un peu beaucoup même. Mais en moche, bien sûr. Du coup, ils m'ont demandé si j'étais ton père. Et? Et je leur ai dit que j'étais ton mari. Eh bien, m'en a pris. J'ai découvert qu'ils étaient capables de quelque chose de la compassion à mon endroit. Ça me les a rendus plus humains. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On boucle? Oui, il n'y a pas grand-chose à tirer du lieu, il y a cette page blanche et ce décompte, autant dire rien du tout. Le mieux c'est de repasser à l'agence et de récupérer les numéros de téléphone qu'a laissé Léopold Picon. Ce sont probablement ceux des fils de la disparue, qui, disparue, ne l'est peut-être pas pour tout le monde. Et si le mystère perdure, il sera toujours temps de repasser rue Louis Braille dans le petit appartement au plafond flottant et dans le grenier attenant. Sal verrouille déjà le cabanon et Gaby l'attend au-delà de la haie pour refermer derrière eux. Là-bas, Foulon les observe du coin de l'œil avec sa tête de ruminant. Sa moitié n'est pas à ses côtés et non plus en léger retrait derrière lui, là où est sa place. Gaby rallume son portable, elle ne craint plus d'être sans concentration. Le plus court chemin jusqu'à l'agence, c'est de prendre la rue de Dieu à Zola puis de faire des zigzags jusqu'à la rue de la Viabert. Mais le chemin le plus long, en L, est plus tentant qui passe par les gratte-ciel et tout ce qui nous reste encore de civilisation, du monde d'avant le monde d'avant. Se disant cela, elle percute que le bon bout d'espace que se sont appropriés les gens du coin est le terrain à jamais vague, l'abandon du projet d'agrandir et de prolonger l'ensemble des gratte-ciel. Et que précisément là où elle est, elle devrait avoir des souvenirs qui l'assaillent. Mais nada. Elle sait, elle le voit sur le livre ouvert de sa bobine depuis tout à l'heure, que Sal ne peut pas ne pas y penser. Mais Sal a les traumas et les nostalgies qu'il peut, et il ne peut pas tant que ça. Et elle non plus. Finalement, même ses années d'embuscades et d'assauts, de pluies de mortier, même sa presque année d'hôpital, ne couvrent pas son seul cauchemar éveillé en boucle, quand elle a perdu connaissance et de beaux morceaux de dents sur l'octogone de Minneapolis. Le reste, tout le reste, elle n'a même pas un peu à le gérer. On arrive à Zola au moment de la relève de la garde à Monoprix. L'équipe en relais n'a pas l'air plus fraîche que l'équipe qui regagne le casernement et le petit blindé sent la rouille et le renfermé. Toute la petite horde en uniforme a cette odeur-là, cet air-là, et probablement ce goût si on mordait dedans. Le fatalisme, ça s'apprend à finir sa carrière militaire à la fonction de garde-manger. Tiens, Madame Foulon est là, sur le trottoir qui discute avec le sergent de la bande, ce vieux planqué zélé à moustache en pointe, qui aura fait sa guerre en même temps que son gras. D'évidence, leur sujet de conversation, c'est Gaby et Sal, Gaby ou Sal. Plutôt Gaby toute seule, et c'est assez tentant d'aller leur proposer une photo dédicacée ainsi qu'un pins parlant et tâcher de leur fourguer un abonnement d'1 an à Gaby's Magazine, le journal des petites bagarreuses. Mais Madame Foulon lui fait signe, a l'air un peu en panique, mais articule tout de même sans le prononcer un « et » assez impérieux.
Comme elle s'approche en regardant partout autour d'elle comme une petite bête traquée, Sal part devant pour donner le champ que la situation a l'air d'exiger. Madame Foulon a la voix qui tremblote un peu et un petit bout de papier quadrillé plié en 4 qu'elle tend à Gaby entre 2 doigts. C'est un numéro de portable. Il faut que je vous voie. Ça tombe bien, je suis pile devant vous. Vous voulez que je remue les bras pour être sûr? Pardon? Non, rien. Vous voulez me voir à quel sujet? À propos de votre mère? Si c'est bien votre mère. En tout cas, à propos d'Émilienne, je sais que vous êtes un genre de police privée et je sais que vous la cherchez. C'est le cas. Et vous avez des informations à me communiquer? Des impressions seulement. Des impressions, ça m'irait. Vous voulez qu'on se trouve un endroit pour en parler à l'aise? Je ne peux pas maintenant, mon mari m'attend, et il est perdu sans moi. Mais cet après-midi, il médite, et l'on doit pouvoir se trouver un café ou quelque chose de ce genre-là? Vous connaissez chez Suzanne? Oui, de vue et de nom. Alors chez Suzanne à 15h? J'y serai sans faute. J'aurai un imperméable et l'édition du Monde Nouveau sous le bras gauche. Pardon? À tout à l'heure. Gaby rejoint Sal derrière le kiosque à journaux. Il est en train de passer le ciré jaune et les gants de vaisselle qu'il a toujours dans sa besace, ce qui est signe qu'il va profiter de ce qu'on passe devant chez lui pour descendre son vieux chien. Ce dernier, Tricot, est un noble et bête vieillard qui ne sait plus descendre les escaliers tout seul et ne contrôle plus de trop ni sa vessie ni ses sphincters et macule régulièrement son humain pendant que celui-ci assure son fret. Ensuite, sur le plat, ça va. Il peut aller d'un arbre à l'autre en tirant en laisse ce pauvre Sal tout suintant et tout puant. Ils font depuis près de 18 ans une merveilleuse équipe tous les deux. Sal agite ses doigts dans ses gants, il est paré. Elle te voulait quoi, cette dame? Oh, rien que du bien habituel. Elle n'a pas gobé ton bobard comme quoi tu étais mon époux. Par contre, elle est convaincue que tu es mon géniteur. Et comme elle trouve que je suis très réussie comme personne, elle se demandait si elle pouvait t'approcher pour passer commande d'un bébé haut de gamme dans mon genre. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit qu'elle arrivait trop tard, que ton zizi avait sauté sur une mine en 26. Sal se mord la lèvre inférieure et fait le geste du téléphone. Ouais, on s'appelle, avant de filer vers son allée. Gaby traverse l'avenue et allonge davantage encore le pas en direction de la Via Berre. Dans son téléphone, elle retrouve le mail matinal d'Annabelle et en pièce jointe l'article assassin qu'a dédié un critique du Figaro à la pièce qu'elle joue depuis 1 mois et pour encore 2 semaines. La raison sociale du monsieur étant la bile, il était assez peu question d'espérer qu'il n'éreinte pas, et Coltès et notre époque blette et la gauche en passant, et la mise en scène, n'épargnant finalement qu'Annabelle Kovitz comme on met le pied dans la porte, sans jamais avancer l'idée qu'elle est bien trop jeune pour le rôle. Ce métier n'est souvent séparé que d'un corridor, d'une chambre à coucher. Annabelle sera là vendredi pour 3 jours, ça fera du bien à tout le monde, et il faut vite boucler l'affaire Picon-Boissin, qu'elle ne pollue pas les retrouvailles. À l'agence, pas un bruit, sinon la musique moulinée du prof de yoga de la grande salle qui se met dans l'ambiance avant le cours d'entre midi et 2, et sur la mezzanine, cette saucisse de Frida en leggings, chaussettes et guêtres qui s'apprête à rejoindre le petit troupeau des disciples. Elle n'a pas trop d'entrain, mais c'est qu'elle convient enfin qu'elle est aussi peu faite pour le yoga que pour la philatélie. Comme elle dit, Ça ne gicle pas assez comme activité. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une activité? Est-ce que ce n'en est pas plutôt le déni? Je sens bien que je vais le vexer le Gérald, parce qu'il a un ego de chihuahua de concours pour un maître zen, mais je ne vais pas tenir jusqu'à la fin du trimestre. Je pense que je vais m'inscrire à une formation de marteau-piqueur à la place. Et puis cette musique, j'ai envie de mettre ma tête dans un four. Allez, dis-moi que tu as besoin de moi tout à fait cessante et que tu me réquisitionnes. Je peux faire ça, oui. J'avais prévu de taper dans un sac toute 1 heure pour y voir clair. Mais tu peux faire l'affaire. En plus, t'es équipé. Mais je peux aussi te demander de me faire 1 ou 2 profils qui pourraient m'être utiles incessamment sous peu. Voilà, ça c'est une activité. Ce serait qui? Ce serait le vieux gars Léo d'abord. Essayer de gratter un peu plus que ce que tu as de visu, genre casier, endettement, dossier médical. Ces bricoles-là aussi. Et puis je veux bien du succinct, mais du sûr à propos des garçons de la disparue. Léopold a dû te laisser leur nom et coordonnées. Enfin, je veux ce que tu trouves au sujet de cette personne, que je rencontre à 15h. Gaby déplie entièrement le papier que lui a fait passer Madame Foulon, qui s'appelle Nadège. Ou alors Nadaga, elle a une drôle de façon de tracer ses E. Gaby opte pour Nadaga parce que c'est plus joli et pas beaucoup plus con. Son numéro est un 96, ce qui indique qu'il est sécurisé et qu'il va falloir employer la ruse pour avoir le nom, la fiche technique et la vue éclatée qui vont avec. On va devoir mettre Sandro sur le coup. Tu te sens de le joindre, Frida? Ou tu veux faire ta séance de yoga avant pour être sûr d'avoir le mental en paix et la bonne température pour passer l'épreuve?
Non, c'est bon, un coup de fil à Sandro, c'est pile ce qu'il vous faut pour vous tenir éveillé. Du coup, je sollicite uniquement sa fonction, annuaire inversé, où tu veux que je lui demande de travailler sur tout ton petit monde. Bonne idée, Free. Qu'il me sorte en priorité la carte de visite de la dame Foulon, que je vois sous peu. Et puis pour la fin de journée, je veux bien quelque chose de plus étayé pour les autres. Et il peut ajouter tout ce qu'il trouve sur madame Boissin-Émilienne, peut-être 70 ans, peut-être photographe, peut-être journaliste, enfin des Émiliennes vivantes, il ne doit plus en rester des masses. Il va être content, Sandro, et moi je vais bien souffrir pour prendre en note toutes ces trouvailles. D'ailleurs, est-ce que ce n'est pas beaucoup de moyens pour une affaire bien moyenne? Qu'est-ce qui coince avec ce papy en amouré et cette mamie fugueuse? Tu sens une entourloupe, un double fond, Gabi? Non, pas plus que ça. Encore que double fond, ça pourrait coller avec le sentiment que j'en ai. Mais il y a un truc qui grince, et je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et puis Nana déboule vendredi, et j'aimerais bien que ça soit bouclé d'ici là. Tu sais comme je suis quand il y a un truc qui grince. Il y a toujours un truc qui grince, comme il y a toujours un robinet qui goûte ou un courant d'air Gabi, mais je m'y mets tout de suite. Et la première chose que fait Frida, c'est d'attraper son tapis de sol et de descendre le porter dans la salle du fond. Elle revient avec sa cantine vintage et le pot à couvert, une mine exagérément contrite, mais très bien imitée, parce qu'elle a dû faire faux bond au cours de yoga qui débute dans un concert de bâillements et de petits proutes. Elle est soulagée, Frida. Elle dispose sur son bureau son téléphone et un bloc-notes, et dresse une table pour deux. Va chercher ta chaise Gabi, tu manges avec moi. C'est une salade à la one again, et il y en a pour 2, pour 3, il y en a pour tout le pâté de maison. Et les dés de dinde sont coupés assez gros pour que tu puisses les pousser sur le bord de l'assiette sans même avoir l'air de chipoter. Ne me regarde pas comme ça, il faut que tu manges, c'est criminel d'être aussi maigre. J'avais prévu une séance de sac. Eh bien, tu l'annules. J'ai bien annulé le yoga, et Dieu sait que ça m'a coûté. Tu sais, Gabi, des fois dans la vie, hein? Bon, Oui, c'est sûr, présenté comme ça. Gabi tire sa chaise et s'assoit. C'est une emmerdeuse, Frida. Et puis, elle peut parler, la maigrichonne des deux, c'est elle. Il n'y a qu'à la regarder dans sa tenue d'aérobiqueuse rescapée du siècle précédent, sinon les deux petits obus en silicone qu'elle s'est fait poser avec la vente du salon de coiffure de son défunt paternel, et les deux pommes grannies en silicone aussi qui lui tiennent lieu de fessier, elle n'a rien que la peau et les nerfs incrustés aux os. Et puis pâle avec ça parce que la mode est au teint de succube et qu'on peut avoir passé 60 ans et survécu au monde de la nuit des années 2000 et 2010, à la guerre civile qui n'a toujours pas dit son nom, à l'épisode chinois et à un concubinage erratique avec Sal Castaner et tenir à rester la plus craquinette des aspirantes midinettes et la femme fatale en titre du quartier qui part de Bellecombe et s'achève à Grand Clément où de toute façon tout s'achève un peu. Elle a servi d'autorité une pleine assiette à Gabi et s'est réservé la portion congrue dont elle ferait 2 bouchées si elle n'était pas déjà en train de mettre le haut-parleur de son téléphone. Allô? Sandro, c'est Frida, je te réveille? Non, pourquoi? C'est vrai, ça. Pourquoi? Il est près de 13 heures. Sandro doit être debout depuis au moins 5 minutes, peut-être même 10. Depuis qu'on le connaît, ce garçon n'a fait que progresser dans le sens de la sociabilité. Il lui arrive de plus en plus souvent, au moins 2 fois par mois, de se coucher avant l'aube, et il n'a plus manqué depuis une éternité une seule prise des médocs auxquels sa sismologie neuronale l'astreint. Il faut dire qu'il est chef d'entreprise maintenant et papa, tout en demeurant un garçon de très mauvaise cybervie et un hacker échevelé. Comme à son habitude, il demande des nouvelles de la Smala et il en donne de sa mère et, comme d'habitude, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas aussi mécanique que ça en a l'air, que la forme est peut-être récitée, mais que le fond est sincère et anxieux. C'est comme ça qu'il est Sandro, et très vite, comme un clapet se referme, il s'enquiert de ce qu'on attend de lui. Nadège Foulan, je l'ai. Nessama Nadège, Andrea, Nadia, ah, Mine, M-I-N, en zone rouge donc, je crois qu'à l'époque de sa naissance ça s'appelait Vierzon, mais j'ai du mal à me repérer avec les choses du temps. Elle est née au siècle dernier, 1983, elle a un compte Meet You, un Facebook, 7000 francs sur son compte courant et une épargne de 40 000, elle a aussi un mari, pas d'enfant et un problème de kyste récurrent à un sein. Sinon, elle a le bac et elle a été cantinière avant que tout parte en vrille et maintenant elle est professeure des écoles sans diplôme, ce qui explique que le tour est si vite fait. Elle n'a pas encore commencé à vivre. Mais peut-être a-t-elle prévu de s'y mettre tantôt. Si vous la soupçonnez d'un truc, vous faites fausse route.
Par contre, elle a une tête de victime, mais même pas complètement. Voilà le tableau exhaustif. Prof, vous m'avez fait voyager sur ce coup-là. Ah, je vois que sur son Facebook, elle mentionne un des autres noms de votre petite liste. Sous une photo qui fout le bourdon. Qui donc? Émilienne Boissin, elle aussi je l'ai. Beaucoup d'occurrences autour de la photographie et une maison d'édition qui l'emploie ou l'a employée à Arles-et-Lyon. Les photos que je vois me font peur, elle se met trop près des gens. Surtout que les gens dont elle s'approche sont dans des situations de peine. Elle est soucieuse de son droit à l'image, elle a son filigrane sur moitié des clichés qui traînent sur le net. Sur le dark web, elle a quelques citations et des originaux d'elle, probablement volés, ont l'air de se négocier autour de 2000 $ US, ce qui nous fait pas mal de francs. Elle a gagné 2 fois le même prix de photographe de guerre. Si ça ne vous ennuie pas, je n'ouvre pas la page web, ces photos de paix me perturbent déjà bien assez comme ça. En regard de cette apparence de notoriété, elle a assez peu d'argent sur son compte et je vois qu'elle a soldé sans s'enrichir une SCI en bonne santé il y a peu. Alors, soit elle a un matelas d'oseille quelque part, soit elle a tout dilapidé au casino. Ça n'a pas l'air d'être son genre, par contre c'est celui de son ancien époux. C'était, dois-je dire. Il est mort il y a pile 3 semaines. 3 semaines? Il est mort comment? Je regarde. Chabert, Guy, Georges, Marie, né en 1952 à Lyon et mort en zone rouge le 29 avril 2036, c'est ça, il y a 3 semaines donc. Je suis dans les registres du centre de secours qui a constaté le décès et ça dit autre chose que la rubrique nécrologique de l'Avenir républicain. Il parle d'infarctus alors qu'il s'est étouffé dans son vomi. On nous ment. Le Guy Chabert, c'est un bon client, c'est dommage que ta mission arrive après sa mort Gabi. Tu l'aurais adoré. 6 mariages, 5 divorces, mais il est mort veuf et soupçonné d'avoir manigancé la mort de sa dernière épouse. En liberté sous caution, il est mort avant son procès, innocent à jamais. Par contre, il a signalement, procédure et main courante pour presque chacune des épouses précédentes, ça parle de violence, et ça ne parle pas que de ça. Ce type est une immondice. Je n'en lis pas plus, je vous envoie plutôt le dossier. Moi je sens que ça va me rendre malade. Pas de mouvement d'argent étrange à signaler récemment de son côté? Récemment non, mais si je regarde de loin, je ne vois pas de mouvement d'argent normand. Des mannes qui tombent régulièrement et qui sont jetées par la fenêtre. Ça ressemble beaucoup à des héritages ou à des arnaques. Le gars a l'air d'avoir un pédigré. Si vous avez un meurtre dans votre situation, ne cherchez pas le coupable, c'est lui. Ah, mais je vois qu'il a aussi un don pour la vie, il a 8 enfants. 8? Oui, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, j'en ai 8. Ça t'étonne? Non, mais je focalisais sur ceux qu'il a conçus avec Madame Boissin. Tu me confirmes qu'il y en a 3? 1, 2 et 3. Oui, ce ne sont plus du tout des enfants par contre. Le plus jeune à l'âge de Nana, si je ne me trompe pas. Pierre, Luc et Paul. L'aîné est en zone rouge, situation confortable, éducateur en Acadie comme on dit maintenant. Le second n'a pas de domicile, pas de connexion, pas de compte en banque, il faut que je creuse. Le petit dernier est à Lyon, vétéran en retraite, il a à peu près les mêmes médailles que toi Gabi, et presque le même grade. Par contre lui c'est un winner, puisqu'il a une boîte qui fait du chiffre et qui emploie du monde. Il fabrique des armes à feu, mais pas qu'à feu. Sa boîte s'appelle Osterbert, c'est lui qui a inventé le couteau du même nom. Ça sent la caillasse d'ici. J'ai les numéros, les mails et les adresses de tout le monde si vous voulez. Sauf pour celui du milieu. Luc est sorti de tous les radars depuis 2029. Et ça ne veut dire qu'une chose a priori, mais pour en être sûr il va me falloir un peu de temps. Ça veut dire qu'il est sous couverture, ou qu'il vit dans une réserve. Oui, il faut que je creuse,